Nous voici dans la 6e séquence de cette présentation. Nous sommes dans une étude de cas. Nous revisitons dans cette étude de cas une publication de 1972 proposée par deux ingénieurs français, Narcy et Renaud, dans le cadre de l'optimisation d'une formule d'un détergent. Alors, nous passons maintenant dans la deuxième partie d'une étude, la première partie ayant consisté à construire la matrice d'expérience en fonction des objectifs des expérimentateurs. Donc cette matrice d'expérience, elle a été transformée en plan d'expérimentation. Les expérimentateurs ont mis en œuvre les 15 mélanges, ont observé des réponses et nous allons, dans cette 6e séquence, présenter les valeurs observées et faire, ce qui est très important, une analyse globale. Il ne faut pas s'empresser d'appuyer sur la touche Return d'un logiciel. Commençons par regarder, avec un œil inquisiteur, le tableau des résultats. Alors, voici ici reproduit le tableau des résultats dans la publication donc de Narcy et Renaud de 1972. À gauche, vous retrouvez les 15 mélanges avec leurs proportions respectives. Et dans la partie qui est entourée à droite, on voit apparaître les deux réponses avec les unités d'affichage, la viscosité et ensuite le clear point. Et on s'aperçoit pour cette deuxième réponse, sur laquelle on reviendra pour la définition, on s'aperçoit que les expérimentateurs ont réalisé deux mesures et la dernière colonne représente naturellement la moyenne de ces deux mesures, l'unité d'affichage étant le degré Celsius. Alors, la première des choses à faire lorsque vous venez de collecter et de tabuler les résultats d'essai, c'est de regarder les réponses une par une. Ici, il n'y en a que deux, donc ça va être assez rapide. On verra d'autres études de cas où il y a 4 ou une dizaine de réponses. Il faut toujours adopter la même démarche. Commençons par regarder ce qu'ont donné les résultats expérimentaux. Donc, je vous rappelle ici le moyen d'estimer avec un rhéomètre Brookfield la viscosité exprimée en centipoise. Et lorsque vous avez consigné les valeurs dans un tableau, premièrement, vous apercevez que vous avez réussi à mesurer pour chacun des mélanges, ce qui n'est jamais gagné à l'avance. Et d'autre part, vous apercevez que le fait de passer d'un mélange à l'autre, donc de changer les proportions des constituants, eh bien, la réponse a subi une variation. En effet, vous passez de 78 centipoises à 1630 centipoises, et un autre bout de la publication indiquait les incertitudes. Cette variation est largement supérieure aux incertitudes. Donc, on va essayer de décrire cette variation avec un modèle. Mais les modèles que vous avez vus sont des modèles polynomiaux. Alors j'en ai vanté à plusieurs reprises les avantages, mais un modèle polynomial, une parabole, une cubique, une quartique, ça ne permet pas forcément de prendre en compte convenablement de très grandes variations, surtout si elles sont localisées. Et là, en jetant un coup d'œil spontanément aux résultats, on peut se demander si quelque part il n'y a pas une marche dans le domaine expérimental avec un ensemble de viscosité relativement basse et subitement localiser un essai ou plusieurs essais pour lesquels la viscosité serait très élevée. Et naturellement, aucun des modèles polynomiaux ne vous permettra de prendre en compte cette marche. Donc ce que je vous propose de faire dans votre vie quotidienne, lorsque vous venez de collecter et de tabuler des valeurs expérimentales, avant de faire un quelconque calcul de moyenne, faites une fonction de répartition. Ne faites pas forcément un nuage de points qui montre finalement l'évolution de la viscosité en fonction du rang de l'essai. Non, faites une fonction de répartition. Une fonction de répartition permet de visualiser comment ou de quelle manière sont réparties les valeurs d'une variable aléatoire, la viscosité, de la plus petite à la plus grande. C'est pour ça que sur l'axe vertical, vous voyez apparaître une échelle qui va de 0 à 100%. 100% des valeurs observées, ici il y en a 15, sont plus petites que la plus grande des valeurs. Je vous rappelle qu'elle vaut 1630 centipoises. Et au même titre, à l'autre extrémité du graphique, il n'y a pas de valeur inférieure ou égale à la plus petite, qui vaut 78 centipoises. Et vous apercevez, d'une part, qu'il y a un grand trou et que naturellement ce grand trou va être synonyme d'une grande marche puisque entre 600 centipoises et 1630 centipoises dans le domaine expérimental qui pourtant a été maillé de façon uniforme,
eh bien vous n'avez rencontré aucune valeur expérimentale. Alors soit la valeur 1630 est une erreur de retranscription, mais naturellement dans la publication ce n'est pas le cas. Les opérateurs ont pris soin de traiter convenablement cette valeur, mais s'il n'y a pas d'erreur de mesure, il faut, ou d'erreur de transcription, il va falloir, quand on voit ça, transformer la réponse. Pourquoi? Parce que sa variation est trop importante. Dans le langage scientifique, on dit que lorsqu'on a des variations plus grandes qu'un ordre de grandeur, un ordre de grandeur c'est une puissance de 10. La plus petite valeur c'est 78, donc une puissance de 10 plus loin c'est 780. Donc puisque l'étendue de variation est importante, évitez de modéliser spontanément cette variation sans avoir pris soin de transformer les valeurs de la réponse. Mais quelle transformation choisir? Alors si on ne sait pas grand-chose, prenez le logarithme. Mais l'objet de ces études de cas à revisiter va être aussi de permettre l'introduction d'une approche qu'on appelle une transformation de Box-Cox. Ça sera fait dans l'approche aspect statistique qui nous indiquera quelle est la meilleure transformation pour essayer d'améliorer les choses. Et la modélisation, les choses, c'est quoi? C'est la possibilité de modélisation à partir d'une forme canonique d'un modèle polynomial. Où est situé ce point problématique? Il est situé sur un constituant pur, un mélange où il n'y a que de l'urée. Et c'est ce que j'avais dit au départ, lorsque on cherche un optimum à partir de constituants qui ont été préalablement choisis, il faudrait éviter d'avoir des mélanges constitués par un seul constituant. Pourquoi? Parce que souvent, au voisinage de ce mélange, la réponse varie brutalement, et il peut même arriver parfois que pour ces constituants purs, la métrologie ne permette pas de distinguer convenablement la valeur de la réponse. Et bien ici, les opérateurs sont tombés dans cette problématique. On peut maintenant quand même prendre le soin, parce que vous êtes en présence de trois constituants, de reporter sur les mélanges effectués par les expérimentateurs les valeurs de la réponse et de regarder un petit peu les sens de variation pour voir des fois des choses. Alors regardez, c'est ce que j'ai représenté ici par des flèches. Lorsque vous êtes sur l'arête gauche, la réponse, c'est le lieu des mélanges constitué uniquement par de l'alcool et de l'eau. Bien, la réponse, viscosité, varie de 78 centipoises à 362 centipoises. Elle augmente de façon régulière. Au même titre, quand vous vous promenez sur l'arête eau-urée, la réponse varie de 1362 à ce fameux point où la viscosité est très élevée. Donc on voit qu'il y a des variations assez monotones en fonction des axes du domaine. C'est des choses qu'on a notées qui faciliteront sans doute l'interprétation des résultats. N'oublions pas que ce mélange présente, alors ce mélange particulier présente une valeur très disparate par rapport aux autres et que probablement le polynôme va avoir du mal à retraduire cette marche dans la variation de la réponse. Alors regardons maintenant l'autre réponse. L'autre réponse, c'est le clear point, et nous avons vu dans la présentation générale que les expérimentateurs avaient décidé de faire deux mesures. Et donc avant de faire quoi que ce soit, un calcul de moyenne, essayons de regarder quelle est la variabilité que l'on a observée lors des répétitions. Je vous rappelle ici la méthode, et je vous laisse le temps de lire le principe de la méthode de mesure. Il s'agit d'une température que l'on va mesurer, température à laquelle un mélange que l'on a préalablement congelé à moins 18 degrés pendant 12 heures va retrouver une certaine limpidité. Mais également, quand on lit la publication dans le détail, on voit apparaître une remarque des expérimentateurs nous disant que peut-être que la mesure de la viscosité était objective et la mesure de cette fameuse réponse, le clear point, est un peu plus subjective et très liée à l'interprétation des expérimentateurs. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a essayé d'estimer au travers d'une répétition la qualité de la méthode de mesure en faisant de répétitions dont on voit que finalement, dans le tableau, avant de faire quoi que ce soit, les valeurs sont assez proches. Si je me projette à l'essai numéro 2, on a 11,3 degrés et 11,6 degrés. Si je me projette au dernier essai, l'essai 15, on a 3 degrés et 3,3 degrés. Par contre, lors du premier essai,
qui est aussi un essai réalisé en présence d'un constituant pur, eh bien on a un écart non pas de 0,3 degrés, mais de 3 degrés. Et donc il va falloir commencer à regarder si la variabilité de la réponse, suite à l'application d'une méthode de mesure, est homogène dans le domaine expérimental. Et c'est ce que l'on va faire au travers de la construction d'une carte de contrôle de l'étendue. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est peu classique et rarement présenté dans l'analyse des résultats d'un plan de mélange. On se précipite tout de suite dans des tableaux d'analyse de variance. Mais moi, je vous suggère lorsqu'on a le même nombre de répétitions par mélange, de commencer par faire un nuage de points qui matérialise d'une part la variation de la réponse. On voit là aussi qu'on va avoir un écart entre l'essai 1 et les autres en termes de niveau de satisfaction. On voit aussi, et puis il faut s'en réjouir, que l'on a des essais, pas mal d'essais qui sont proches de 5 degrés. Je vous rappelle qu'une des contraintes d'optimisation est d'obtenir une caractéristique de type clear point inférieure ou égale à 5 degrés Celsius. Mais on voit aussi que pour l'essai 1, peut-être pour l'essai 12, l'étendue de variation des deux valeurs est importante. Alors comment porter un jugement sur cette étendue importante? Eh bien en construisant une carte de contrôle de l'étendue, et je préfère rester simple au travers d'un calcul d'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, plutôt que d'introduire tout de suite une notion d'écart type qui peut rebuter parfois le personnel qui n'est pas très compétent à l'utilisation des statistiques. Alors comment va-t-on faire? Ce tableau, on va le transformer avec une simple machine à calculer en étendue. Et notre rêve serait que la variabilité, l'étendue, soit la même partout. Donc si l'étendue était la même partout, alors cette étendue serait égale à la moyenne des étendues. Et donc c'est ce qu'on appelle la ligne centrale que l'on va venir rajouter sur la carte de contrôle de l'étendue. Et donc l'étendue moyenne est ici 0,81. Et en regardant les deux dernières colonnes sur cette planche, on voit qu'il y a une disparité entre des petites valeurs d'étendue et puis cette étendue moyenne qui semble un peu grande. Et on est en droit de se demander si la moyenne des étendues est bien représentative de toutes les étendues que vous avez visualisées, et si par hasard, la première de ces étendues, pour l'essai numéro 1, réalisée à partir de 6% d'eau, l'écart à la moyenne n'est-il pas trop grand par rapport aux autres écarts? Alors abstenez-vous de porter un jugement quelconque, uniquement à partir de la figure qui est à l'écran, on va mettre des limites, qu'on appelle des limites de contrôle, au-delà de laquelle on pourra dire si l'étendue de 3 degrés Celsius est comparable ou non aux autres. Alors, par rapport à cette ligne centrale que l'on vient de positionner, on va rajouter ce qu'on appelle des limites de contrôle supérieures, ici, en utilisant des coefficients que l'on extrait d'un tableau que je vais présenter, et des limites de surveillance. Le vrai juge de paix sera ici la limite de contrôle, qui va être matérialisée par un trait rouge, et que je vais reporter sur la figure. Je tire les coefficients grand D2, petit D2, grand D'2 d'un tableau. Alors, issu ici d'une norme française consacrée aux cartes de contrôle, en particulier aux cartes de Shewhart, moyenne écart type, moyenne étendue. Et donc, je tire les coefficients d'une ligne de ce tableau correspondant à petit n égale 2. Petit n à distinguer du grand n que vous voyez à l'écran, c'est le nombre de répétitions. Vous avez fait 2 répétitions et vous avez fait le même nombre de répétitions par essai, ce qui est classique généralement lorsqu'on fait des plans de mélange. Vous avez ici répété uniformément les 15 mélanges. Si je porte sur la carte de contrôle que vous avez vu précédemment les limites, ce coup-ci, ça y est, les statistiques, c'est des outils d'aide à la décision. Vous allez pouvoir dire que l'étendue pour l'essai numéro 1, constitué par uniquement 6% d'eau, n'est pas comparable aux autres étendues. Quelque part, les opérateurs ont une divergence, puisque c'est une appréciation visuelle plus grande que pour les autres essais lorsqu'ils ont effectué une répétition. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire cette étude? Tout simplement parce que, de façon sous-jacente à l'analyse des résultats, on suppose que la variabilité est la même partout dans le domaine, ce qui est rarement le cas dans les problèmes de formulation. Ceci dit, les auteurs n'en ont pas tenu compte. Et lorsque vous avez finalement que 2 répétitions,
vous ne pouvez pas savoir si cette étendue grande est grande en raison d'une des deux valeurs, puisque, avant de dire qu'une des deux valeurs est aberrante, rend l'étendue aberrante, ben c'est un peu délicat quand on n'a que deux valeurs. Donc ici, on va conserver les deux répétitions, mais il est important de se dire que dans cette zone-là, la dispersion est un petit peu plus grande. Ailleurs, tout semble relativement cohérent. Donc si les étendues sont cohérentes, ou les auteurs ont admis qu'elles l'étaient partout, on va remplacer les deux valeurs mesurées par leur moyenne, c'est ce qui était affiché dans le tableau des auteurs, et on va ici encore dessiner la fonction de répartition. Pourquoi? Parce que l'étendue de variation globale est suffisamment importante, elle varie de 3,2 à 36,5, donc vous voyez qu'ici on dépasse encore un ordre de grandeur, peut-être qu'une transformation sera nécessaire, ou au moins il faudra l'envisager. Et la fonction de répartition nous montre alors un écart moins grand que précédemment sur la viscosité, mais attention aux notions d'échelle, et nous montre deux mélanges qui se détachent un petit peu des autres par la valeur de la réponse ClearPoint. On peut les repérer naturellement dans le domaine expérimental, et ici aussi, ce sont deux mélanges qui ont été mis en œuvre uniquement à partir de constituants purs. Alors, projetons, puisque nous sommes en présence de trois constituants, la valeur ou les variations des valeurs mesurées dans le domaine expérimental, donc au regard de chacun des 15 mélanges effectués. Et là, l'analyse est un peu plus délicate que celle que nous avions faite pour la viscosité, puisque les variations sont moins monotones. Nous n'avons pas des choses qui ne font que croître ou décroître en fonction des directions du domaine. On a par exemple, si vous prenez l'arête qui va du sommet haut au sommet uré, vous passez spontanément de 36,5 à 3,5, puis vous remontez petit à petit à 5,9, 15,8 et 23, mais il peut y avoir des fluctuations un peu moins régulières, si vous regardez bien ce graphique, dans notre direction, ce qui laisse supputer des difficultés de modélisation de la variation de la réponse. Mais attention, l'objectif de l'analyse globale, c'est de vous donner, permettre d'échafauder des hypothèses, de regarder avec un œil neutre, sans faire appel à un modèle, sans faire appel à des calculs trop complexes, comment la réponse a varié dans le domaine expérimental. Donc en récapitulatif, voilà un petit peu ce qui se dégage de cette analyse globale. Probablement, on va devoir faire des transformations des valeurs mesurées. Pourquoi? Parce qu'elles varient de plus d'un ordre de grandeur. Probablement, nous risquons de rencontrer des problèmes au voisinage des sommets. Pourquoi? Parce que ces sommets ont des valeurs expérimentales qui se détachent des autres valeurs, au moins mesurées sur les arêtes et au centre du domaine, mais quand même, soyons positifs. Que ce soit pour la viscosité, il y a bien dans ce domaine une zone où la viscosité sera comprise entre 180 et 200 centipoises, puisqu'on voit des valeurs à 167 centipoises et 202 centipoises. Au même titre, il y a dans ce domaine une zone où la réponse ClearPoint est bien inférieure à 5 degrés Celsius, qui est une limite imposée aux expérimentateurs. Donc, quelque part, on va trouver des points de fonctionnement, mais pour trouver ces points de fonctionnement, et c'est l'originalité des plans de mélange, il faut d'abord faire des modèles d'interpolation, et ce va être l'objet de l'analyse mathématique qui va suivre dans la séquence suivante. Donc merci de votre attention. Pensez, lorsque vous êtes confronté à ce genre d'études, à passer du temps sur ce que j'appelle l'analyse globale. Regardez comment les réponses ont varié, regardez les zones du domaine qui correspondent à vos zones d'optimisation, et surtout, si la réponse varie beaucoup, pensez à suggérer à votre logiciel, parce qu'il ne le fera pas spontanément, une transformation que vous devrez argumenter, en particulier s'il y a des variations de plus d'un ordre de grandeur, ou s'il y a subitement en un point une grande variation, ce qui est le cas pour la réponse viscosité. Vous verrez que vous reprendrez la main par rapport à l'informatique et vous donnerez un sens plus intéressant à votre analyse. Voilà, merci encore pour votre attention, et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la séquence suivante consacrée à l'estimation des coefficients des modèles.